Bonjour les amis, c'est aujourd'hui le 10e épisode de la revue du stress. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de la réforme des retraites, mais j'ai pas envie de rabâcher tous les arguments selon quoi la réforme des retraites c'est dégueulasse, tout ça. Ça a déjà été dit. Non, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est les vraies raisons de la réforme des retraites, c'est-à-dire que je veux vous prouver que la réforme des retraites est exigée par l'Union européenne. Et puis, à la fin de cette vidéo, on pourra rigoler un petit moment en parlant d'Olivia Grégoire et bien sûr de l'éternel BHL. Allez, c'est parti, 10e épisode de la revue du stress. Oui, bien sûr, je pourrais vous parler des débats très animés qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Je pourrais vous poser la question de savoir si c'est moral ou immoral qu'un député insoumis ait joué au football avec un ballon qui représentait la tête d'Olivier Dussopt. Eh bien, en fait, tout ça, je m'en fous complètement. Voilà. Ce dont je veux qu'on parle, c'est pourquoi Macron veut-il absolument faire cette réforme des retraites alors que l'immense majorité du pays est contre. Voilà une question sérieuse. Non, je ne vais pas reprendre tout l'argumentaire consistant à expliquer que la réforme des retraites, c'est pas bien. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, le 7e épisode de la revue du stress, donc je ne vais pas recommencer. La seule chose dont j'avais pas parlé, parce que j'étais pas encore vraiment au courant, c'est la grosse arnaque sur l'histoire des 1200 € de retraite minimum. Voilà. Alors, Zemmour, non, pas Éric Zemmour, non. Michael Zemmour, voilà. Michael Zemmour est venu expliquer partout que cette histoire de 1200 € minimum, c'était un gros mensonge. Non, je veux simplement vous montrer, vous prouver que la réforme des retraites, eh bien, c'est une exigence de l'Union européenne. C'est tout ce que je veux prouver aujourd'hui. Pour commencer, je vous invite à lire l'article 121 du TFUE, le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, je pourrais bien sûr vous le lire, mais j'ai l'impression que ça vous casserait les pieds. Peut-être que certains d'entre vous arrêteraient de regarder cette vidéo parce que ça les barbe. Voilà, donc si vous ne me croyez pas sur parole, vous pouvez aller le lire tranquillement chez vous en cliquant sur un lien que je mettrai en bas dans la description et qui vous renverra donc à l'article 121 de ce TFUE. Et vous verrez donc dans cet article 121, vous verrez le pouvoir exorbitant qu'exerce la Commission européenne sur les États membres de l'Union européenne. Toute la presse nous raconte que non, pas du tout, la réforme des retraites n'est pas une contrainte qu'exerce l'Union européenne à l'égard de la France. Pas du tout, c'est des mensonges, voilà. Allez, regardez un petit peu les titres de la presse, voilà, Le Figaro, Le Monde, Libération, RTL, les fact-checkers, et même la Commission européenne déclare mais c'est pas nous qui obligeons la France à faire la réforme des retraites, c'est la France qui le propose elle-même. Nous, on n'y est pour rien, la Commission européenne. Je me réfère à un article de Ouest France paru en 2020. En 2020, vous savez, c'est l'année où il y avait eu le plan de relance
de l'Union européenne après le Covid-19, voilà. Et donc, dans ce plan, la France doit toucher 40 milliards d'euros, enfin, ceci dit en passant, elle devra en payer 80, voilà, on va toucher 40, mais il faut payer 80, ça c'est Macron qui était tout content d'avoir obtenu ça, voilà. Mais donc chaque pays membre, pour toucher le plan de relance, pour toucher les sous de l'Union européenne, doit proposer un plan de réforme de son pays. Et donc Clément Beaune, dans Ouest-France, Clément Beaune, qui était à l'époque secrétaire d'État chargé des affaires européennes, et bien Clément Beaune a dit que la France, pour obtenir ces sous du plan de relance, eh bien, la France exercerait une réforme des retraites telle que l'exigeait déjà depuis longtemps l'Union européenne. Voilà. C'était dit très clairement. J'ai trouvé un article de Marianne de 2021 où Marianne explique que l'Union européenne, la Commission européenne, exige de la France une réforme des retraites pour obtenir l'argent du plan de relance. Oui, mais Marianne explique que c'est pas dit exactement comme ça, c'est plus subtil. L'Union européenne dit qu'il faut faire des réformes structurelles correspondant aux recommandations de l'Union européenne qui existent déjà depuis 2019. Voilà, pour la cohérence globale de l'Union européenne, pour le développement de l'Union européenne, voilà, patati, patati, patata, patata, et dans tout ce charabia, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a la réforme des retraites. Il n'y a pas que Marianne, en 2021, il y a aussi un article de La Tribune qui nous explique que la France, dans son plan de réforme qu'elle soumet à l'Union européenne pour obtenir les fonds du plan de relance, eh bien, que ce plan de réforme de la France comporte effectivement la réforme des retraites. Et en novembre 2022, la même tribune, le même journal La Tribune, nous explique que l'Union européenne met la pression sur la France à propos de la réforme des retraites. En janvier de cette année, de l'année actuelle, voilà, au mois de janvier, Marianne a encore fait un article, voilà, au moment où on était en pleine bataille à propos de la réforme des retraites. Et l'article de Marianne indiquait que oui, bien entendu, formellement, la réforme des retraites n'est pas une contrainte officielle pour bénéficier de l'argent du plan de relance, mais que le projet que la France a soumis à l'Union européenne, ce projet doit correspondre aux recommandations du semestre européen, voilà, recommandations qui, c'est très explicite dans les textes de l'Union européenne, recommandations qui comportent la réforme des retraites, toujours la réforme des retraites. C'est ce que confirme Omerta, voilà. Alors, eh bien, l'Union européenne, elle a beau jeu de dire, ben non, c'est pas nous qui exigeons de la France qu'elle fasse une réforme des retraites, c'est la France qui nous le propose, voilà, elle nous le propose parce qu'en fait, ben, nous l'exigeons, voilà. Mais nous l'exigeons plus directement, voilà. On l'exigeait, et donc la France nous soumet son rapport et on est d'accord, parce que ce rapport, il propose des choses qu'on a toujours exigées, voilà. Mais ben, c'est la France, hein, qui demande à faire la réforme de l'Union européenne. Nous, on n'y est pour rien. Alors pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi s'obstine-t-on à nier que c'est l'Union européenne qui exige cette réforme des retraites,
À l'étranger, ils sont beaucoup moins hypocrites. Hein. Vous savez, l'Espagne et la Belgique, leur gouvernement, ils ont reconnu qu'ils faisaient la réforme des retraites pour obtenir les fonds du plan de relance européen. Ils le reconnaissent. Alors pourquoi est-ce que la France ne le reconnaît pas? Tous les autres pays ont la retraite à au moins 67 ans. Pas étonnant. Ce sont les consignes de l'Union européenne. Vous reprenez l'idée, de plus en plus répandue, que la réforme du système des retraites en France est dictée par l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est, en gros, un plan de relance a été accordé à la France par la Commission européenne, 40 milliards d'euros, à deux conditions, écrivez-vous. La première, invisible et non publique, mais acceptée par écrit par le gouvernement français, faire une réforme antisociale des retraites. Une condition invisible et non publique, c'est-à-dire qu'il y a des documents cachés. Il y a un document écrit qui fait OK, il y a 40 milliards de plan de relance. Vous me permettrez d'abord de dire que les documents et les négociations entre la Commission et le gouvernement français sur le plan de relance de l'époque, en 2020, a porté sur les retraites. Il y a eu 20 recommandations dans les documents de la Commission européenne. Voilà. Ce sont des amicales recommandations auxquelles le gouvernement exactement a comme ça que vous le présentez. tendrement cédé. C'est pas plus compliqué que ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il faut le dire comme ça. J'ai pas dit dicter. J'ai dit simplement qu'il y avait un deal. Qu'il y avait un deal. Et je vais vous dire, d'ailleurs, c'est un des éléments d'explication de cette espèce d'obstination à vouloir faire cette réforme, parce que cette réforme, on aurait pu se dire, essayons déjà de mettre tout le monde au travail et de cotiser pour le régime des retraites. Pourquoi vous dites que c'est l'Europe qui impose cette réforme de retraite? Parce que c'est le cas. Pourquoi? Je n'aime dire que la vérité. Donc si je le dis, c'est que c'est la vérité. Parce qu'il y a un plan de relance Covid qui a été annoncé en juillet 2020, où la France, vous savez, va recevoir 40 milliards et s'engage sur 80. Donc déjà, on est perdant. Mais en plus, c'est conditionné. Et j'invite tout le monde à taper sur Google maintenant. Vous tapez Ouest France, Clément Beaune, 2 septembre 2020. Il donne une interview. Et le journaliste lui dit quelles sont les réformes demandées en contrepartie par l'Union européenne. Et il cite la réforme des retraites. Et donc, d'abord, à l'époque, il était secrétaire d'État aux affaires européennes. Et puis, vous avez des documents européens. C'est écrit en toutes lettres. Commission européenne, les plans pour la reprise et la résilience sont évalués par la Commission en cohérence avec les recommandations par pays, etc. Et dans les recommandations de l'Union européenne, vous avez la réforme. Cette vidéo vise à répondre aux soi-disant fact-checkers qui vous expliquent que l'Union européenne n'imposerait pas cette réforme des retraites à la France. Vous vous dites, à juste titre, pourquoi Emmanuel Macron se précipite à faire cette réforme des retraites. Toute la machine médiatique en faveur du gouvernement qui nous explique et qui voudrait cacher ce fait que la réforme des retraites vient de l'Union européenne. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer pourquoi elle vient bien de l'Union européenne. Ça remonte exactement à 2020, on pourrait dire que ça remonte même avant. Vous avez ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations des politiques économiques, qu'on appelle dans une certaine novlangue recommandations, mais vous savez certainement, si vous me suivez, que depuis 2012 et le TSCG, en réalité, il y a un volet, ce qu'ils appellent correctif, c'est le six-pack et autres, qui fait que, de par un règlement de l'Union européenne, vous pouvez faire pression sur les gouvernements pour qu'ils appliquent ces GOP sous peine d'avoir une amende sous forme de dépôt de 0,2% du PIB. Donc il y a déjà un aspect très contraignant à ces dites recommandations. Mais avec l'accord du plan de relance de l'Union européenne, là c'est mis explicitement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus tourner autour du pot et nous dire non, ce n'est pas l'Union européenne qui l'exige. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord qui a été signé en juillet 2020, que j'avais décrypté à l'époque? Vous voyez qu'il est mis explicitement que les plans de résilience des gouvernements nationaux pour obtenir ces fonds du plan de relance qui doivent être présentés à l'Union européenne, il faut qu'ils soient en cohérence avec les dites recommandations, donc les fameuses GOP, de l'Union européenne. Sauf que, il y a eu, en septembre 2020, un communiqué de la Commission européenne qui, là, était beaucoup plus explicite. Ce communiqué, il expliquait que les recommandations, les cycles de recommandations auxquels il faisait référence étaient les cycles 2019 et 2020. Vous n'avez qu'à prendre les recommandations de 2019. Il est mis que la France doit effectuer une réforme des retraites. Oh,
Miracle. On les retrouve. Il faut reconnaître que dans les débats sur la réforme des retraites, tout le monde, en particulier les oppositions, tout le monde a été très discret sur cette affaire-là. Voilà. La France insoumise ou le Rassemblement national, ils ont été très discrets sur l'aspect européen de la réforme des retraites. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Nos oppositions, est-ce qu'elles s'opposent? Non, ce sont des oppositions de pacotille. Alors, dans le Parlement, aussi bien dans la Chambre haute que dans la Chambre basse, finalement, la réforme des retraites, sur le plan institutionnel, elle va passer d'abord parce que je suis persuadé, là, à l'heure où j'enregistre, c'est pas encore décidé, mais je suis persuadé que le Sénat, majorité LR, va voter cette réforme. Voilà, il y a pratiquement aucun doute. Si jamais il le faisait pas, de toute façon, après, on est limité par le temps, puisque avec l'article 47.1, voilà, qu'utilise très démocratiquement le gouvernement, eh bien, en fait, si c'est pas voté dans les délais, le gouvernement peut la faire par ordonnance. Il n'y a même pas besoin de 49.3. Et en plus, il pourrait l'exercer. Donc, évidemment, la réforme sur le plan institutionnel, elle va passer. Alors, il y a la rue. Il y a la rue. Et là, je vous rappelle ce que je disais dans ma précédente vidéo sur le sujet. Faisons comme le peuple de Rome, comme les plébéiens. Ils sont montés sur l'Aventin et ils ont dit « on bosse plus tant que vous ne nous donnez pas raison ». Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Oui, alors, il y a les manifs, c'est très bien les manifs. Si on a 3 millions de gens dans la rue, c'est un très bon signal. Mais s'il y a 3 millions de gens dans la rue, Macron, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Par contre, si la France est bloquée, si la France est complètement bloquée, que les transports ne marchent plus, qu'on ne trouve plus d'essence, etc., que plus rien ne marche, alors là, Macron, il sera embêté. Et il sera obligé de se retourner vers l'Union européenne et pour leur dire, écoutez, voilà, on est désolé, mais le plan qu'on vous avait proposé, on ne peut pas l'appliquer parce que là, le pays est bloqué, si vous voulez, on est obligé, là, et l'Union européenne sera obligée de dire, bon, écoutez, vous le ferez la prochaine fois, voilà. Donc, le blocage, le 17 mars, il y a une grève générale. Il faut qu'elle se poursuive. Il faut que tout le peuple français monte sur son Aventin. C'est-à-dire qu'il soit en grève générale et que le pays soit bloqué, jusqu'à ce que cette réforme soit retirée. C'est la seule solution. Dans tous les autres cas de figure, on est tous bons pour la réforme des retraites. Voilà mon avis. Bon, en attendant, peut-être qu'on pourrait quand même un petit peu rigoler, parce que, bon, tout ce qui stresse, ça stresse, là, mais il faut un petit peu déstresser avec la rigolade. Alors, comme d'habitude, on se lance dans Cancan et polémique. C'est parti! L'autre jour, Macron est allé à Rungis, voilà, pour expliquer à tous ces braves gens qui se lèvent à 5 h du matin, qui commencent à travailler à 5 h du matin, pour leur expliquer que la réforme des retraites, c'était vachement bien, voilà. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, non. Je voulais vous dire que, en même temps, dans ses bagages, comme on dit, il avait emmené Olivia Grégoire. Vous savez, Olivia Grégoire, c'est la ministre du mensonge, celle qui a raconté des gros mensonges à propos d'une boulangère de Sarlat. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est la ministre des PME. Oui, bon.
c'est quand même la ministre du mensonge. Donc, cette ministre du mensonge, là, elle a dû se lever très très tôt pour être avec le président à 5 heures du matin à Rungis, vous vous rendez compte, elle n'était pas bien réveillée du tout. Alors là, je vous propose, là, on va la regarder en gros plan pendant que Macron fait son blabla sur la réforme des retraites. Vous allez voir, c'est à mourir de rire. Tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que c'est simple. Qu'est-ce que je fous là? J'étais bien au lit. Le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire les droits qu'on a dans la vie. Mais il fait que vous tous et toutes là, vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés. Et ensuite, vos enfants qui paieront votre retraite. C'est ça le système par répartition. C'est pas un système par capitalisation, c'est vous qui payez votre retraite. C'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas. Mais c'est formidable, les amis. Figurez-vous que Bernard-Henri Lévy vient de sortir son nouveau chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre qui sera immortel, voilà. Il s'agit des documentaires qu'il a tourné, qui s'appelle Slava Ukraini. Grand succès, grand succès. Voilà, d'ailleurs, des gens comme Pascal Praud ou Léa Salamé ont trouvé ce film émouvant, extraordinaire, voilà. Un film émouvant. Un succès extraordinaire. 2 personnes dans 2 salles à Paris à 14 h, le jour de la sortie. 208 spectateurs, tout compris ce même jour. Un classement formidable dans Allociné. Des avis dithyrambiques sur la manière dont BHL se met au premier plan. Et puis, j'ai voulu voir la critique de Christine Angot à propos des films Slava Ukraini. Alors, elle a fait une critique dans le journal du dimanche, dont je suis allé sur le site du JDD, j'ai essayé de lire l'article, mais pas de chance. Moi, je ne suis pas abonné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement, j'ai eu une bonne idée, vous voyez. Je suis allé sur le site de Bernard-Henri Lévy, et là, on trouve tout l'article, parce que Bernard-Henri Lévy, il a mis en ligne tout l'article à sa gloire. Christine Angot raconte son admiration pour le film de BHL. Il faut dire qu'elle avait eu droit à une séance privée en avant-première, voilà, et ensuite elle a rencontré en tête-à-tête BHL sur un canapé, BHL qui a 75 ans, qui dit qu'il va mourir, voilà, et puis qui dit qu'on ne l'aime pas, et pourtant, il fait tout ce qu'il peut, voilà, pour la défense des droits, etc., etc., etc. Voilà, alors, Christine Angot fait son louange, fait les louanges de Bernard-Henri Lévy, voilà. En fait, Christine Angot flatte l'ego de Bernard-Henri Lévy. L'Angot flatte l'ego. Ouais, BHL, c'est un peu notre tête de turc, mais enfin bon, il le cherche quand même, il le cherche. Un jour, peut-être, je ferai une vidéo complète sur BHL. Bon, ouais, maintenant, je crois qu'on a bien rigolé. Voilà, je vais vous laisser avec le perroquet. Il y a longtemps qu'on n'a pas mis le perroquet. J'ai vu certains commentaires, certains d'entre vous disent « Mais pourquoi il n'y a plus le perroquet? On aimait bien le perroquet. » Ben écoutez, voilà, je vous laisse avec le perroquet, comme je l'ai toujours dit. Le perroquet, c'est le plus sage d'entre nous. Voilà. Eh ben écoutez, salut les amis. Macron est un con. 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 Eh ben voilà, la vidéo est terminée. C'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas,
Si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et puis, allez, un petit pouce bleu. Ça nous fera du bien. Voilà. Merci les amis. Portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air afin de nous aider pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir. Cela nous aide. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines revues du stress, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit. À bientôt, portez-vous bien.